Eh bien, bonsoir, Parasha Vayeshev. Parasha Vayeshev. Vayeshev Yaakov Eretz Miguri Aviv Eretz Canaan. Il s'est installé, Yaakov, en terre de Canaan. Enfin, il était en terre de Canaan. Et il a voulu s'installer, c'est-à-dire il a voulu se poser. Et on va voir que Kadjouro va lui dire, c'est pas le moment de se reposer. Il y a un moment pour tout. Ce monde-là, c'est un moment pour travailler. Ce monde-là, c'est pour travailler. Le monde futur, c'est le monde où on va prendre tous les bénéfices, les efforts qu'on aura fait dans ce monde-là. Et on n'a pas lieu de vouloir comme ça Et bien qu'il avait déjà eu beaucoup d'épreuves, Yaakov, Hachem lui a dit non, c'est pas fini encore. Très bien. Et les Tokdot Yaakov, voici les descendances de Yaakov. Yosef, Ben Sheva et Sreshana. Yosef, on parle tout de suite de Yosef. Et il y a les autres aussi. Mais en fait, c'est par Yosef que va passer le principal chemin, le biais que le peuple juif se forme. C'est par Yosef que ça va passer. Donc c'est pour ça qu'on dit Toldot Yosef. C'est aussi parce qu'il était un peu son préféré. Mais on ne va pas s'arrêter là-dessus. Donc il avait 17 ans, Ben Sheva Isreshana, Yaroué, Techav, Batson. Il faisait paître les troupeaux avec ses frères. Veouna, il était jeune. C'est-à-dire qu'il s'occupait jeune ici, Rachid nous dit, il était très beau, il s'occupait un petit peu de son physique, il s'arrangeait les cheveux, les yeux. Et il était, lui, avec plutôt les Béné Bila et les Béné Zilpa, les enfants de Bila, des servantes, et de Zilpa. Néché à vivre, les femmes de son père. Il y avait Yosef et Dibatamra à la vie. Il amenait des Dibatamra, donc des paroles mauvaises, sur ses frères, elle avait vers son père. Sur ça, on va s'arrêter. Donc ici, on voit que Yosef, il va dire des choses négatives sur ses frères. Maintenant, quel frère? Yosef, lui, c'est le fils de Rachel, et il a un autre frère qui s'appelle Binyamin. Donc chacune des Imaot, il y a 4 Imaot, Léa, Rachel, Bila, Zilpa. Rachel, elle aura 2 enfants, Binyamin et Yosef. Léa, elle aura 6 enfants. Bila et Zilpa, chacune auront 2 enfants. Bila et Zilpa étaient les servantes de Rachel. Bila, la servante de Rachel, Zilpa, la servante de Léa, que, évidemment, Yaakov a affranchi. Elles sont devenues libres à 100% avant de les épouser. Très bien. Et en fait, le problème, c'était avec les enfants de Léa. Les commentateurs nous disent qu'il a dit les choses suivantes. Yosef à son père. Il a dit les choses suivantes. Il les a accusés de 3 choses. Il a dit à son père, papa, je vois 3 choses qui ne sont pas un bon comportement. Première chose, c'est qu'il ne se comporte pas bien avec les femmes. Il ne se comporte pas bien avec les femmes. Deuxième chose, donc avec les femmes, donc ils sont suspects de relations. Deuxième chose, au niveau cacheroute, ils ne respectent pas bien la cacheroute au niveau de la shrita, de l'égorgement de la bête. Ça paraît très étonnant. On parle ici des Shevatim. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun. Waouh! Ça, dans nos oreilles, Issachar, Zebulun, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. La royauté, elle va passer par Yehuda. Comment ils peuvent être suspectés de ces 2 choses-là? Et une troisième, qu'il traitait, il disait à son père, qu'il traite les enfants de Bila et de Zilpa d'esclaves. Il traite d'esclaves. Donc, je reprends pour que ce soit bien clair. Yosef, il vient dire à son père,
papa, les 6 fils de Léa, Reuben, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun, ils ne se comportent pas bien. Il y a un problème avec les femmes. Ils sont suspects de harayot, suspects de mauvaises mœurs. Ils mangent sans faire la shrita. Et ils sont très dédaigneux, ils parlent très mal aux fils de Bila et de Zilpa en les traitant d'esclaves. Très bien. On va poser la première question, qui est pareil évidente. Comment ils peuvent faire une chose pareille? Ou comment Yosef a vu qu'il faisait une chose pareille? Ou comment Yosef a interprété qu'il faisait de telles choses? Deuxième question. Si Yosef a vu une attitude qui n'est pas bonne, chez quelqu'un, quand on voit quelqu'un qui a une attitude qui n'est pas bonne, on va aller voir la personne et on va lui dire, c'est ça qu'il faut faire. Tu regardes bien si il va accepter ta remarque et tu vas lui dire gentiment, avec plein d'amour, tu sais, il me semble que c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire. Tu vas lui dire directement, qu'est-ce que tu dis à son père Pourquoi Yosef, il n'a pas été dire à ses frères directement, écoutez, messieurs, ça ne se fait pas. Mes chers frères, ça ne se fait pas. Donc, première question. Comment eux, les 6 fils de Léa, ils pouvaient faire ces 3 choses tellement répréhensibles? Deuxième question, pourquoi Yosef n'a pas été là les voir directement? Dis-le. Troisième question. On va voir que Yosef va être puni mida keneged mida, mesure pour mesure. Vous connaissez bien ce principe de l'effet boomerang. Quand tu fais quelque chose, alors ça te retombe dessus. Dans le sens positif comme négatif, à plus forte raison si c'est positif. Puisque quand c'est négatif, ça retombe. Tu fais du mal, là, tu vas... Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Yosef nous dit, Siftei Chachamim, il a été puni mida keneged mida, mesure pour mesure, et de quelle façon? Du fait qu'il a dit qu'ils étaient suspectés de mauvaises mœurs, lui, il a dû combattre les avances de Madame Potiphar quand il va être vendu comme esclave, tout le monde connaît l'histoire, et il va devoir résister de façon surnaturelle, de façon terriblement difficile aux avances de cette femme qui était une des femmes les plus belles qu'il ait jamais eues et qui faisait tout pour le séduire. Il avait 17 ans, donc il est jeune, c'est difficile. Et donc, Mida Keneged Mida, il a parlé dans ce sens-là contre ses frères, alors il a cette épreuve. Ensuite, il a dit qu'il mangeait sans faire la shrita. Eh bien, quand ils ont décidé de le vendre et de dire à leur père qu'il avait été déchiré par une bête, alors ils ont pris sa tunique, la fameuse tunique que son père lui avait offerte, ils l'ont déchirée et ils ont égorgé un chevreau, parce que le sang du chevreau ressemble beaucoup au sang de l'homme. Ils l'ont égorgé en bonne et due forme, comme il faut, complètement strict, conforme à la halakha. Et ils l'ont trempé dans la tunique dans le sang, afin de faire croire qu'il a été dévoré par une bête. Mida keneged mida, mesure pour mesure. Et le troisième, puisqu'il a dit que ses frères traitaient leurs demi-frères, les fils de Bila et de Zilpa, d'esclaves, il a été lui-même vendu en esclavage. Alors c'est très intéressant de voir que lui, il a fait que parler. Yosef, il a fait que parler. Il a dû de la shonara, il a fait que parler. Et ces paroles, ce n'est pas des paroles qui lui sont revenues dessus. Ce sont des actions. Donc c'est un mida keneged mida qui est difficile. Parce qu'imagine, tu vexes quelqu'un, chas de shalom, le lendemain, quelqu'un te vexe. Mida keneged mida. Mais là, on ne parle pas de ça. Lui, il a dit du mal. Il les traite d'esclaves.
mais il a été vendu comme esclave. Ce n'est pas qu'on l'a traité d'esclave. Donc, c'est un mida qui est un mida extrêmement sévère. Pourquoi? Question. Alors, dans la vie, il faut apprendre le discernement. La première chose qu'il faut essayer d'avoir, c'est ce sens du discernement. La première bracha de demande dans la Hamida, c'est chonen adaat. C'est d'avoir du da'at, d'avoir une conscience, d'avoir posé, de réfléchir, de comprendre ce qui va, comprendre ce qui ne va pas. Ça, c'est la première bracha et c'est le sens du discernement. Pour ça, il faut apprendre à réfléchir de bonne façon et à avoir une belle vision. On arrive dans Hanouka et je vais poser une petite question. Je laisserai quelques secondes pour y réfléchir. Une histoire vraie. Dans une petite ville en Israël, petite ville, il y a des voleurs qui sont très audacieux puisqu'ils rentrent, ils volent de jour. Enfin, pas tout à fait de jour. Ils rentrent dans des maisons devant lesquelles il n'y a pas de Hanoukiot. Parce que vous savez qu'en Israël, on applique la halakha telle qu'on peut l'appliquer, on ne peut pas le faire ici. En Israël, on prend les ménorotes et on les met à l'entrée de la maison sur la rue, dans la porte d'entrée. Porte d'entrée puisqu'on est tous juifs et que le Pirsoumanès, enfin tous juifs en général dans les quartiers, on fait Pirsoumanès, c'est-à-dire on fait publicité du NES, et donc on met les nérotes devant la porte de la maison, d'entrée de la maison. Vous voyez que ces voleurs-là, ils s'est aperçus, on est déjà le 3-4e jour de Hanouka, il y a déjà eu 2 vols dans cette région-là, 2 vols de maisons, parce que la maison était vide, les gens n'étaient pas là, et comment ils ont su, les voleurs, qu'ils n'étaient pas là? Parce qu'ils voyaient pas de Hanoukia. Maintenant, il y a un policier traditionnaliste qui finit son service pour aller allumer les bougies de Hanouka chez lui. Il allume les bougies de Hanouka. Et au bout de quelques minutes, vous savez que la halakha veut qu'on allume, que ça dure au moins une demi-heure, 30 minutes. Au moins une demi-heure. Après la demi-heure, c'est autre chose. Et là, il allume. Et au bout de 5 minutes, donc les bougies avaient été allumées que 5 minutes, par sa fenêtre, il voit au coin de la rue 2 personnes qui pourraient tout à fait être, comment dirais-je, un look suspect. Il prend ses jumelles, ils sont tout au bout de la rue. Il prend ses jumelles, il regarde, et effectivement, ils n'ont pas l'air, on les voit qui se promènent, c'est pas l'air de promeneurs, justement, ils arrivent, ils regardent à droite, à gauche. Ça a l'air de faire bien l'affaire. Alors, il s'est posé la question. Est-ce que je peux éteindre mes bougies, bien que ça fait que 5 minutes que je les ai allumées? Je range la Hanouka, j'éteins les bougies. Et j'attends de voir j'attends. Peut-être qu'ils vont donc rentrer dans la maison. Moi, je suis policier, donc ils se jettent dans la gueule du loup, comme on dit. Et elle est belle. Alors, c'est vrai qu'il y a une avéra, c'est grave d'éteindre les bougies. Une bracha levatala, sans doute. Une bracha en vain. Mais d'un autre côté, ces gens-là, ils font de la peine aux gens. Les gens sont souvent traumatisés quand il y a un vol. Après, ça leur empêche de dormir. Les gens sont venus en pleine journée. Ils savent où c'est. Ils sont déjà venus. Le voleur, il revient toujours sur le lieu de son crime, etc., etc. Donc, il réfléchit, il se demande qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais?
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quelques minutes ou quelques secondes, parce qu'on va pas. Eh bien, regardez la finesse. Cette chaise-là, elle était posée. Finalement, on ne sait pas ce qu'il a fait. L'histoire ne raconte pas ce qu'il a fait lui. Mais il a posé la question à un grand maître qui s'appelle Rabbi Yitzhak Zilberstein, qui est un grand dayan de Bnei Brak. Et lui, il lui a dit comme ça. D'abord, il lui a dit que la mitzvah de Hanouka, elle est importante au point que un homme, il doit vendre son habit. Vous entendez bien, vendre son habit. Évidemment, pas rester tout nu, mais vendre un habit supplémentaire, ça, pour pouvoir se payer les bougies de Hanouka, les bougies, les fioles d'huile de Hanouka. De vendre ça. Pour nous, Hanouka, c'est les beignets et les cadeaux. Et Mao Tzu, les Chouatiers, et puis voilà quoi. Ceux qui vont à la choule, ben, ça dure un peu plus longtemps parce qu'il y a le Sefer Torah, le Hallel, le Hashem. Mais c'est pas ça. Hanouka, c'est un très grand moment de rapprochement avec Hachem. On va revenir dessus, surtout jeudi prochain. Mais en tout cas, ici, il a lieu de vendre son manteau pour acheter des rottes de Hanouka. Alors, il y a un principe. Il y a deux principes que va nous dire le Dayan, et vous allez comprendre que c'est très rapide. Je ne sais pas si ce que vous pensez dans votre tête, s'il faut éteindre ou pas éteindre. Il y a une grosse, un très grand argument, pour dire, argument puissant pour dire qu'il faut éteindre, c'est que si je les attrape, ils viennent et je les attrape, eh ben, je mets la ville en sécurité, etc. Eh bien, premier principe, on ne dit pas à un homme de fauter afin d'attraper des voleurs. Ça ne se dit pas. Tu les attraperas une autre fois, c'est pas. Ici, c'est pas Pikuach Nefesh, c'est pas une question de vie ou de mort. Donc, on ne peut pas fauter comme ça. Deuxième chose très intéressante, c'est que lui dit, s'il éteint les bougies, il éteint les fioles d'huile, c'est sûr qu'il a fait une avéra. Par contre, c'est pas sûr qu'ils viennent chez lui et qu'ils les attrapent. Donc, tu as quelque chose de ce qui s'appelle de vadaï, d'évident. Donc, les éléments, tu ne vas pas abandonner quelque chose de vadaï pour vadaï, donc d'évident, de sûr, pour faire à la place quelque chose de ça fait de douteux. Donc, fort de ces deux arguments-là, immédiatement, le Rav lui a dit il ne faut pas éteindre les bougies. D'accord? Je mets entre parenthèses le fait qu'il a une autre possibilité, c'est de les suivre de loin et de regarder ce qui se passe. D'accord? Si vraiment il veut. Mais bon, ça, c'est. L'histoire ne le dit pas. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que ici, on va regarder ce qui a fait que Yosef s'est trompé. Ce qui a fait que Yosef s'est trompé. Je répète les questions qui sont posées sur cette paracha. Premièrement, pourquoi Yosef, qui a vu des défauts, ou en tout cas qui a cru voir des défauts, on va expliquer tout de suite, chez ses frères, ne l'a pas dit directement aux frères pourquoi il l'a dit au père. Deuxième question, comment ils ont pu faire des choses comme ça? Puisque si Yosef rapporte ces éléments-là, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Problème de mœurs, problème de cache-route, problème de mal parler à leurs frères, de les traiter d'esclaves. Ça fait 3 points très difficiles. D'accord? Très bien. Alors, on va essayer de regarder qu'est-ce qui s'est passé. Yosef a été puni, Mida Keneged Mida, donc ça veut dire que Yosef, non seulement il n'a pas été
comment dirais-je, Yosef a été puni, Mida Kaneged Mida, fortement, puisqu'on a dit que lui, il n'a fait que parler, alors qu'il a reçu des actions, d'accord? Parce que le fait d'être vendu comme esclave, il a reçu des coups, etc., etc., c'était difficile pour lui. Donc, ça veut dire qu'il s'est vraiment trompé de quelque chose. Yosef, c'était un tzaddik, Yosef al-Tzaddik. Quelqu'un de bon, quelqu'un de généreux. Comment il a pu? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, il s'est trompé. Et vous allez voir, sur chacun des 3 points, il s'est trompé. Et c'est sur ça que Kadosh Baruch Hu lui a fait un Mida Kaneged Mida très dur pour lui apprendre à recaler et d'avoir la bonne vision. Et on va expliquer. Première chose, le problème de mœurs. En fait, lui, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que ses frères commerçaient, faisaient du business avec des femmes. La Gemara dans Kiddushin, elle parle de tous les métiers qui sont bons qu'un père apprenne à son fils. Et là-bas, elle dit, c'est mieux qu'un père il apprenne à son fils un métier propre, pas de pression, qui lui permette de se nourrir, et qui ne soit pas un métier, entre guillemets, de femme, c'est-à-dire qu'il fréquente des femmes. Et si jamais c'est le cas, pas dramatique, si c'est le cas, il faut faire très attention de ne pas s'isoler. De ne pas s'isoler avec une femme. Pourquoi? Parce que c'est évident que dès qu'il y a un isolement, un homme avec une femme, à plus forte raison dans le cadre du travail, de la répétitivité du travail, de la présence et de la complicité, inutile de dire que, mais même avec une inconnue, on n'a pas le droit de s'isoler. Et eux, bien sûr qu'ils ne s'isolaient pas. Mais ils faisaient quand même du business avec ces femmes. Et lui, il a extrapolé, il a dit, mais ça, c'est pas bien, c'est des mauvaises mœurs. Donc, il s'est trompé. Il a augmenté le problème il a inventé, il a positionné un problème là où il n'y en avait pas. Donc, il a eu un très grand nisayon, très grande épreuve avec la femme de Potiphar. Deuxième, il ne faisait pas la shrita. Il n'a pas bien analysé là aussi. Il n'a pas bien analysé. Il aurait dû bien regarder ce qui se passait, se demander. Mais effectivement, ils ont vu qu'ils ont abattu un veau pour le manger, sans lui faire la shrita. Il l'a vu de ses propres yeux, donc je l'ai vu. Oui, mais renseigne-toi. Il y a un principe qui s'appelle Ben Pakua. Ben Pakua, c'est quoi? C'est un veau qui est né, mais post-mortem de sa mère. C'est-à-dire, une vache, elle a enceinte, on ne peut pas dire enceinte, mais elle a un veau dans son ventre. Et elle est égorgée en bonne et due forme. Anarchiquement, de façon parfaite. Et dans les soubresauts, les nerfs qui font que la bête, elle agit, les nerfs se tendent, elle accouche. Donc elle est déjà morte, elle est déjà égorgée. Et elle accouche du veau, et le veau, il vit. C'est tout à fait possible. Et c'est ce qui s'est passé. Eh bien, ce veau, il s'appelle Ben Pakua. C'est comme si c'était un morceau de viande de la mer. Il n'a pas besoin de shrita. Bien qu'il vive. Et la halakha, c'est que même si ça devient un taureau de 300 ou 400 kilos, eh bien, il n'y a pas de shrita. Tu tires une balle, tu fais ce que tu veux, sans faire souffrir. Il est sourd de faire souffrir une bête. Donc, ici, ça, c'est le principe qui permet donc de tuer la bête sans shrita. Et c'est ce qu'ils ont fait. La halakha est comme ça, qu'on peut le faire. Maintenant, Chachamim, ils ont dit, on ne le fait pas de peur de marataïn, que les gens y voient. La preuve, Yosef, il a dit. Mais Yosef, il aurait dû dire, qu'est-ce qui se passe ici? Va les voir. Dis-leur, pourquoi vous avez fait ça? Pareil, que tu vois qu'ils font du business avec des femmes,
va aller voir. Pourquoi vous n'avez pas le droit? Il n'a pas fait. Troisième, il a dit à son père qu'il traitait les fils d'esclaves, et ce n'est pas ça qu'il traite. Il leur demandait juste, entre guillemets, de respecter Léa. Parce que comme Léa, c'était la fille, la femme la plus âgée, la fille aînée, eh bien alors, eux, qui étaient les enfants des servantes, eh bien, il fallait juste qu'ils respectent Léa. Ils ne disaient pas, vous êtes des esclaves. Ils disaient, il faut respecter notre mère Léa comme si c'était la vôtre. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Yosef, il n'a pas eu la vision. Et ça a amené quoi à Rabotai? Et là, ça va faire partie de notre deuxième partie. On va faire la véritable liaison avec Hanouka. Ça a amené une galoute. Ça a amené que Yosef, puisqu'il n'a pas eu la bonne vision, il est passé de l'autre côté. Il est parti en Égypte. Et l'Égypte, c'est la première galoute. Première galoute, première assimilation, première persécution. Et tous les systèmes de persécution, d'assimilation, etc., prennent forme et prennent exemple exactement comme ce qui s'est passé en Égypte. Le peuple qui arrive, il est petit, il progresse, il fructifie, il s'assimile, il occupe des postes, il a servi, il extermine. Espagne, Allemagne, Pologne, Rome, tout, Russie, tout ce que tu veux, je regarde, c'est un modèle. C'est l'assimilation qui fait ça. Dieu préserve qu'Hachem fasse que je me trompe, mais le prochain, c'est les États-Unis. D'accord? Ça commence et ça fait Chas de Shalom. Mashiach va venir et plus jamais le sang des Juifs ne coulera. Bezrat Hachem. Amen. Donc ici, ça va commencer. On a une Gemara dans Sanhedrin, Kouf Dalet, qui nous dit la chose suivante, page 104, folio A et folio B. Il y avait un homme qui avait 2 prisonniers juifs. Il avait pris en captivité 2 juifs. Il y avait un homme qui avait 2 prisonniers juifs. Ils marchaient devant lui, donc lui, il était derrière pour les surveiller. Et ils allaient dans un chemin. Et à l'époque, il faut croire que d'avoir des prisonniers, c'était commun et qu'il n'y avait pas de problème, puisque apparemment c'est sur une route. Et devant les 2 prisonniers juifs, il y avait 2 personnes 2 associés, 2 personnes en tout cas qui étaient ensemble et qui, comment dirais-je, 2 chameliers avec un chameau. Et il y avait 2 grandes outres de chaque côté du flanc de l'animal, donc comment dirais-je, on va dire des marchandises. Et il y en a un qui parle à l'autre. Et comment dirais-je, le ravisseur, on va dire, celui qui les tenait, c'est un non-juif. Et il entend la discussion et un des juifs parle à l'autre et lui dit, tu sais, ce chameau-là, il est borgne d'un œil. L'œil droit. Vous imaginez bien qu'ils ne voyaient pas l'œil, ils sont derrière. Et il porte une outre d'huile et une outre de vin. Côté droit, c'est une outre, des tonnelets d'huile. Et côté gauche, c'est des tonnelets de vin. Et tu vois le chamelier. De droite, c'est un juif. Celui de gauche, c'est un goy. Lui, il dit, tiens, c'est bizarre, je vais vérifier ça. Il regarde, il les dépasse, tout en les laissant sur une grande surveillance. D'accord? Il demande, c'est quoi, vous transportez quoi? Ben, ici, c'est du vin, ici, c'est de l'huile.
Ah, très bien. Et il est bizarre, il a un œil bizarre un petit peu, le chameau. Ah oui, il est bon. D'accord. Et excusez-moi, vous êtes juif, vous? Oui, oui, moi je suis juif, mais mon ami, il n'est pas juif. Ah, incroyable. Et il retourne, il voit Tony, il lui dit, mais comment vous savez? Comment vous savez ça? Alors, ils lui disent, regarde, on a vu que le chameau, il mangeait que sur le côté gauche. Les herbes, il les prenait que sur le côté gauche. Donc ça veut dire qu'il ne voyait pas les herbes sur le coin. Ensuite, on a vu quoi, que le liquide qui sortait, toujours il y a un petit peu de liquide, quoi. C'est sur les chameaux. Vous avez déjà des chameaux. Il y a des Marocains, parmi nous. D'accord? C'est à la mode maintenant. D'accord? Donc, les chameaux. Donc, c'est pas complètement, c'est pas tout à fait, comment dirais-je, hermétique, les fûts, les outres. Et donc, il y avait des petites gouttelettes qui tombaient. Et du côté gauche, on voyait que le liquide dans le sable était. Non, il était enfoncé. Il était aspiré, quoi. Parce que c'est le vin, ça, dans le sable. Par contre, vous voyez que le côté droit, le liquide qui tombait restait à la surface. Parce que l'huile, ça ne s'enfonce pas comme ça. La densité est plus importante. Incroyable. Et les chameliers, comment vous saviez qu'il y en a un juif et l'autre? Il dit, parce que le juif, quand il fait ses besoins, il se cache. Il va loin, on ne le voit plus, et il revient. Et l'autre, il fait ses besoins comme ça, dans tout le monde, n'a pas peur. Qu'est-ce qu'il a fait, ce ravisseur? Il les a libérés. Là-bas, la Gemara, c'est très intéressant parce qu'il leur a donné à manger, il leur a dit quel peuple extraordinaire, etc. Il faut savoir, il y a des explications pour tout. Mais c'est pas sur ça que je veux m'arrêter. Je veux m'arrêter sur le fait qu'il y a des visions différentes, des façons de faire différentes du juif que le non-juif. Et ça, c'est vraiment comment dirais-je, la chose, le moussard, l'éthique à apprendre de Hanouka. Hanouka, ils ont voulu nous assimiler. C'était l'assimilation. Ce n'était pas une destruction corporelle. C'était une assimilation. Et c'est en ça que tu as le Zohar Kadosh, il explique que le vin, il est lié au corps. Pourquoi? Parce que le vin, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfouit dans le sol. Le corps, qu'est-ce qu'il fait? Au bout de 520 ans, ta chaîne de bonne santé mentale et physique. Qu'est-ce qu'il va faire? Désolé, messieurs, de vous l'apprendre, mais bon, c'est qu'il s'enfouit dans le sol. L'huile, elle reste. Ça, c'est lié à l'âme. Si vous voulez, le vin, il ressemble, on va dire, il ressemble au corps, on va dire, dans la finalité, puisqu'il va être détruit par la terre. Mais l'huile, c'est la neshama, l'âme, elle reste, elle flotte. C'est-à-dire qu'il a expliqué, le juif, à son ravisseur, que de toute façon, tu as nos corps. Mais notre neshama, tu ne l'auras pas. Elle flotte. Parce que tu vois, un juif, ça reste un juif. Lui, il va aux toilettes, il se cache, le juif. Lui, il ne fait pas. C'est deux grandes différences. Qui montrent quoi? La tsniout, avec la tsniout quand on est vivant, avec la puissance de la spiritualité. Et c'est ça qui symbolise le vin ou l'huile, ici. Le vin, en général, c'est une grande chose. Ici, le vin, ça veut dire plutôt la matérialité qui s'enfonce.
Et lui, il leur a dit comme ça, il lui a dit, vous êtes un peuple à la nuque raide, Kesheoref. Parce qu'il leur a dit comme ça, même en captivité, vous arrivez à avoir une bonne vision. Même en captivité. Et ça, c'est fondamental. En captivité, le juif, il continue à regarder et à garder sa spiritualité. Rav Chaim Zecher Tzadik Vekadosh Lilcha, il était captif. Il était prisonnier de guerre dans un camp, pas dans un camp allemand d'extermination, dans un camp de prisonniers. Et il a dit qu'il n'a jamais aussi bien étudié. Il n'a jamais aussi bien étudié. Il dit, je m'occupais, j'étais nourri, logé et blanchi. C'est un camp de prisonniers où ils n'étaient pas tellement maltraités. C'est quand même un camp de prisonniers en pleine guerre, il est juif et il se peut qu'il ait une autre destination. Nous, on doit comprendre qu'on doit avoir une vision intelligente des choses, une vision fine des choses, une vision de juif, une vision qui tend vers l'huile, pas vers le vin, pas vers la matérialité. C'est pas fortuit si le Hanouka, la finale de la Coupe du Monde, ça tombe le premier jour de Hanouka. Et le moment d'allumer les bougies, c'est la finale de la Coupe du Monde. Et c'est les derniers moments de la finale. C'est-à-dire que s'il y a du suspense en plus, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a une mitzvah, pour les Ashkénazes, il y a une mitzvah d'allumer à la shkia. Shkia, c'est quand le soleil il disparaît pile de l'horizon, ça s'appelle la shkia. C'est-à-dire que le soleil il est là, l'horizon il est là, il descend, et dès qu'il disparaît, que le dernier rayon de soleil ne se voit plus, donc le haut du rond du soleil, il descend sous l'horizon, ça s'appelle la shkia. C'est pour ça que si vous mettez shkia dans Kolji ou dans n'importe quelle application juive, et tu mets dans Google coucher du soleil, et ben, tu auras une minute près, la même chose, puisque c'est physique. C'est le soleil qui disparaît de. Donc ça, c'est le moment où il faut allumer pour les Ashkénazes. Farad, c'est de la nuit. Après, on peut allumer tant qu'il y a des gens qui marchent dans le chouk. Mais c'est chaque mitzvot, il y a une mitzvah de la faire dès que je peux. Dès que je peux la faire, il faut que je la fasse. D'accord? Dès que je peux la faire. Le matin, on n'a pas le droit, à partir du moment où c'est le moment de faire la tfila, c'est-à-dire que le matin est levé, et on n'a pas le droit de faire son business, on n'a pas le droit de faire le footing, on n'a pas le droit de faire ce que vous voulez. Il faut prier. Dès que le temps est venu pour prier, il faut prier. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ça va être le corps qui va parler, le côté vin? Est-ce que ça va être le côté huile? L'huile de Hanouka, spiritualité. Quand tu vois, il y a le sport et le sport. Si vous regardez, puisque maintenant c'est la mode du football, si vous regardez, et vous trouverez facilement sur Internet, les matchs de football d'il y a 30, 40 ans. Vous verrez les joueurs, ils sont un petit peu grassouillets, ils sont les bras qui bougent un petit peu, ils sont très, très, très talentueux, mais c'est pas des machines de guerre comme ça. Les gars, ils sont secs, ils ont les muscles, ils ont tout, ils s'envolent, c'est la Grèce, pas la Grèce avec un G-R-A-I-2-S-E, c'est la Grèce, Yavan. Yavan, c'est fou. Et nous, on aime le foot, mais si vous regardez le basket, c'est encore pire. Quand je regarde ni l'un ni l'autre, mais j'ai fait un chiot dans ce sens-là et quelqu'un m'a dit, mais les joueurs de basket, c'est encore pire. D'accord? C'est-à-dire qu'on pousse. C'est comme les spirituels tordus, qui ne sont pas spirituels, qui sont sales. Eh bien, on pousse. Il n'y a plus de genre, il y a trans ceci, trans cela. Je suis ni ça, ni ça. Et je le valide. Et je laisse le choix à un enfant de choisir ce qu'il veut être. Mâle, femelle ou je ne sais pas quoi. Mix des deux.
des âges de plus en plus bas. On va raconter ça aux États-Unis notamment. Si c'est un vrai combat, la bataille, c'est un vrai combat. Là, c'est entre guillemets un clin d'œil qui n'est pas qu'un clin d'œil. Qu'un clin d'œil, là, c'est tu vas pouvoir te confronter à ton niveau. Je ne suis pas un donneur de leçons, je me corrige moi-même d'abord. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder jusqu'au bout ta finale ou tu vas dire, ah, c'est le moment, tu éteins la télé, tu éteins ce que tu as. Et puis tu fais tes trucs, tu fais ta demi-heure, tu as ça. Et puis tu entends, si c'est très silencieux, de toute façon, tu sauras bien le truc. Si ça hurle, et ben voilà. Et tu sentiras les hurlements s'ils sont dans un sens de joie ou pas de joie, quoi. D'accord? Alors que là, tu es en train d'allumer. Tu es en contact avec Hachem. Ah, tu vas laisser passer ça. Alors, c'est ça exactement ça. C'est exactement ça le problème de Yosef. C'est que Yosef, alors c'est loin de ça par rapport au monde goy, mais c'est ça qui entraîne que finalement il y a la galoute. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le bon regard. Fallait bien regarder, fallait voir tes frères. Alors c'est vrai que les maîtres disent qu'il ne l'aurait jamais écouté. Il avait 17 ans, il aurait dit, écoute, on ne t'explique même pas ce qui se passe. D'accord? Mais il fallait qu'il aille voir son père en disant, regarde papa ce que j'ai vu. Et pas prendre des décisions en disant, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Il fallait dire, papa, je ne comprends pas ce qu'ils ont fait. Jacob, il aurait dit, non, c'est pas comme ci, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Jacob aurait trouvé, évidemment, que ce n'était pas des fautes, comme le disait Yosef. Et en fait, l'assimilation, le rapprochement avec l'égoïsme commence par un manque de vision, par un manque de valeur. Parce que je commence à faire comme eux. Ça va, on vit bien entre nous. Et puis après, ça continue. Yosef, il ne s'est pas assimilé. Yosef, il est resté fort. Mais ils sont descendus en galop. Après, ça a gratté. Puis après, ils se sont complètement assimilés. Il y a une réelle importance de regarder ces valeurs et les événements qui nous arrivent de façon la plus intelligente et la plus juive possible. La Torah possible. C'est pour ça que c'est tellement fondamental d'étudier la Torah pour que ça te modèle, pour qu'avoir un esprit droit, que tu puisses voir bien ce qu'il faut. Avant-guerre, il y avait une dame, une grand-mère, à Bnei Brak. C'est passé il y a 10 ans, 15 ans, je ne sais plus. Ça fait longtemps que je connais cette histoire. Elle a vu sa petite fille de 8 ans. Sa petite fille de 8 ans. Donc cette grand-mère, elle est assise sur un banc à Bnei Brak, elle voit sa petite fille de 8 ans qui joue avec ses copines. C'est mignon. Puis elle s'aperçoit que sa petite fille est très mauvaise joueuse. Il joue à chat, elle dit, ah non, tu ne m'as pas touché. Non, c'est pas vrai, tu ne m'as pas touché. Chaque fois, non, tu ne m'as pas touché. Et elle ne touche pas quelqu'un, elle dit, non, si, je t'ai touché. Ouais, elle voit qu'elle est très mauvaise joueuse à un moment, tel point que ses copines, elle lui dit, elles vont tous vers elle, elle la touche, tac, ça y est, maintenant, ça y est, t'es éliminée, et elle ne s'occupe plus d'elle. Et elle commence presque à pleurer, et sa grand-mère, elle s'approchait, elle dit, viens, on va marcher un petit peu, je vais te raconter quelque chose. Alors elle lui a dit la chose suivante, elle lui a dit, tu sais, j'avais ton âge. J'avais ton âge, 8 ans, quand la guerre a éclaté en Pologne. Ma mère et moi, on a réussi à s'enfuir, enfin, partir de la maison. Mon père est parti de son côté. Malheureusement, on ne l'a plus jamais revu. Mais ma mère et moi, on est partis. On était dans le quartier polonais. Et on avait une assez bonne situation. Et ma mère a pris tous les bijoux, elle a abandonné la maison. Elle a pris tous ces bijoux qui valaient beaucoup d'argent. Elle les a cachés, enfin dans son sac. Et elle est partie, elle a dit, il faut qu'on se cache. Moi, une femme, toi, 8 ans, on ne va pas pouvoir traverser toute la Pologne. On ne sait pas où aller. La meilleure chose, c'est de se cacher chez l'habitant.
Et elle dit à sa fille, on va aller se cacher chez une de mes employées, Goy. Elle va dans le quartier Goy, frappe à la porte, 4e étage d'un immeuble. Et là, il y a son employé de maison qui était là, qui l'a pas, qui mais qu'est-ce que vous faites là? Je dis, ben, je voudrais que tu nous caches. Mais non, je peux pas, je risque, non, c'est pas possible. Euh, écoute, regarde, je te donnerai beaucoup d'argent. Non, 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 je peux pas. Elle sort toutes ses, elle voit qu'elle va refuser, elle sort tous ses bijoux, elle dit, regarde, je te donne tout. Tout c'est pour toi. Tu sais ce que ça vaut. Wow, devant une telle fortune, elle dit, bon, oui, mais à une condition. Elle dit, quelle condition? Elle dit, venez voir. On est au 4e étage. Elle amène, il y a un petit balcon comme ça, tout petit, grande fenêtre qui s'ouvre, petit balcon, un petit parapet, et dessous, le vide, 4 étages. Elle dit, si jamais les Allemands ils viennent perquisitionner, vous vous jetez. Vous vous engagez, je sais que vous n'avez qu'une parole, vous me promettez que vous prenez votre fille dans les bras et vous vous jetez. Elle dit, elle n'a pas le choix. Elle dit, oui. De toute façon, réfléchissez. Si vous ne le faites pas, si vous le faites, ben, vous nous sauvez. Sinon, regardez, si vous ne vous engagez pas, si vous restez, ben, de toute façon, vous serez tués et nous, on sera tués aussi. Donc, elle dit, je m'engage, je te promets. Très bien. La maman et sa fille de 8 ans, elles restent. Maintenant, la grand-mère, elle continue à dire sa petite fille, là-bas, Abdemrak, continue à raconter l'histoire, elle lui dit, là-bas, hein, cette femme-là, cette Polonaise, elle avait une fille de 8 ans aussi. Et ça, gentil. Et on a commencé, évidemment, à se connaître. Les Polonais, ils ne sortaient pas beaucoup non plus. C'était la guerre, ils n'avaient pas envie. Les nazis marchaient même, ils n'avaient pas les Polonais non plus. Ils marchaient même aussi. Et donc, ils restaient beaucoup, très longtemps ensemble. Et ils se sont mis à jouer aux échecs. Ils avaient un jeu d'échecs. Et moi, j'étais bien plus fort que la petite fille. Première partie, en 3 coups, pam, pam, pam. Les Juifs, on a été, pas que chez les Sfarades, même chez nous. Et il a 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et moi, j'étais contente. Et je n'avais pas remarqué, mais ma mère, elle m'a pris dans un coin, elle m'a dit, écoute, regarde. Tu vois que depuis 1 heure, elle ne t'a pas adressé la parole. Oui, bon. Parce que tu l'as humilié, tu l'as pas trop. Demande-lui de jouer, tu vas voir. Il ne faudra pas. Tu veux faire une partie? Non, ça va, ça va. Ah, tu vois? C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut avoir une vision intelligente des choses. Si tu veux la garder comme amie, il faut que tu la laisses gagner un petit peu. Alors justement, toi, toute ton intelligence, ça va être d'essayer de perdre, mais tout en te défendant extrêmement bien. Donc, fais un jeu fort, mais avec certaines failles qu'elle va voir. Ça, c'est intelligent. Et de temps en temps, mets la gomme, et puis comme ça, tu vas gagner 1 sur 2. Et elle va gagner 1 sur 2. Et là, c'est sympathique. Et là, tu te fais une amie. On va rester là de nombreuses semaines, peut-être des mois, peut-être 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Donc, il faut... J'ai fait ce que ma mère a dit. Je laissais gagner 1 fois, j'ai regagné. C'était très sympathique. Et moi, je me cassais la tête pour perdre de façon intelligente. Jusqu'au jour où on entend plusieurs voitures qui s'arrêtent autour de l'immeuble. Là, il marchait même qui commence à grimper dans l'immeuble. Il commence par les premiers étages, 2e étage. Et là, de façon tragique et terrible, la Polonaise, elle dit à ma mère, prenez votre fille dans les bras et sautez. Vous m'avez promis. Vous m'avez promis. On va tous mourir sinon. Alors ma mère, elle m'a pris dans les bras. Elle est arrivée. Elle s'est approchée du balcon.
il y avait le parapet. Et au moment où elle va se jeter avec moi dans les bras, la petite polonaise, la copine de ma copine, elle se met devant et elle dit non, maman, je veux pas, c'est ma copine, je l'aime. Elle commence à défendre sa mère. Elle me dit mais t'es folle, les nazis vont arriver, ils vont tous nous tuer. Non, maman, c'est pas, je veux pas. Et une petite discussion comme ça, quelques secondes, et puis on entend frapper à la porte. Qu'est-ce qu'elle dit, la polonaise? Elle dit à ma mère, prends ta fille, regarde, monte sur le côté là, du toit. Donc ils étaient dans le quatrième étage, côté du toit. Il y a une petite échelle, monte, et il y a une cache-toi derrière la cheminée, je sais pas, débrouille-toi. Elle monte, tac, elle se cache derrière la cheminée, elle y arrive. Nazie, elle arrive, elle reprend son froid, la polonaise. Il y a des juifs ici, il n'y a pas de juifs. Ils regardent partout. Ils ouvrent la fenêtre, ils regardent le petit balcon, ils regardent à droite, à gauche. Ouais, il n'y a rien, en bas, et ils sortent. Ma mère et moi, on est restés la moitié de la nuit jusqu'au moment où l'employé de maison a ouvert la fenêtre et elle nous a fait psst, psst. Les nazis étaient partis depuis longtemps et on est restés cachés et on a été sauvés. Alors, tu vois ma petite fille, on revient à Blimrak, elle raconte à sa petite fille. Tu vois que dans la vie, faut avoir, c'est comme les échecs, il faut avoir des coups d'avance, il faut avoir la bonne vision. Il ne faut pas avoir la vision du moment présent. La personne intelligente, elle regarde le futur. L'enfant, il regarde le moment présent. L'adulte, il va regarder le futur. C'est une question de vision. C'est pour ça qu'il y a marqué que Yosef, il était Nahar. Alors Nahar, le pshat, je vous ai dit, c'était parce qu'il était, il se faisait beau, quoi. Mais il y a aussi le principe qu'il manquait de maturité. Il manquait de maturité. Il avait manqué cette vision. Et donc, on a, dans cette vie-là, dans ce monde, on a deux chemins dans lesquels on peut aller. C'est pas possible d'aller au milieu. Tu vas être attiré ou par l'un ou par l'autre. Tu dis, moi, je veux un juste milieu, c'est pas possible. Un liquide où il s'enfonce dans la terre, c'est le vin, il va s'enfoncer dans la terre, il va se faire manger. Ou c'est de l'huile, et elle flotte, elle reste. La terre n'a pas de poids sur elle. C'est ça qu'ils ont vu les deux. Ils ont dit, le chameau, il avance. Maintenant, il avance et il sème quoi? Est-ce que tu sèmes dans ta vie des actions qui sont quoi? Qui s'enfoncent dans le sable, qui disparaissent. Pourquoi? Parce que c'est matériel. Ou des actions qui restent à la surface, qui ont encore tout en avenir, qui n'ont pas pu être mangées, puisque c'est spirituel, à l'image de l'huile. Une fois, j'ai voyagé en Israël, vol de nuit, tout simplement. Je suis fatigué. Et là, je vois une personne que je connaissais vaguement. Et on est dans le même. Je me suis dit, dès qu'on décolle, et même avant de décoller, je vais m'endormir. Et au Hachem, j'arrive bien à dormir. Vous savez, des fois, on dort bien et on se dit, bon, j'ai bien dormi. Mais c'est un cadeau d'Hachem, tout est un cadeau d'Hachem. Ils ont des problèmes de sommeil, ils ne savent pas dormir. Bref, j'avais qu'une envie, c'est de dormir, j'étais fatigué. Vol de nuit, comme ça, il est 3h30, tu sais que tu vas arriver à 3h du matin, rien qu'y penser, tu vois. Et lui, il commence à me parler, et je me suis dit, bon, ça ne se fait pas. Mais au Hachem, lui aussi, il a parlé très peu, parce qu'il m'a dit, je suis fatigué, je voudrais dormir. J'ai dit, bon. Et puis, il me raconte un tout petit peu ses allers-retours. Il faisait des allers-retours en Israël, il avait un métier un petit peu fatigant. Et je lui dis, c'est pas trop fatigant, etc. Il me dit, c'est très, très dur. Je suis pas du tout heureux.
de ma vie. Il peut avoir une cinquantaine d'années, peut-être 40, 50. Et je ne suis pas du tout heureux de ma vie. C'est pas grave, j'ai bien kiffé entre 20 et 30 ans. C'était bien la vie entre 20 et 30 ans. Et la vérité, il m'a empêché un petit peu de dormir. Bon, j'ai quand même réussi à dormir, mais ça m'a fait tellement de peine de me dire ça. Qu'au lieu de voir que quand tu es dans le spirituel, chaque moment, tu verses des gouttes d'huile. Donc, chaque moment, c'est positif. Des fois, on se trompe, des fois, on n'y arrive pas. Je ne dis pas que... Mais tu es dans une dynamique positive. Donc, si tu veux, tu sens que tu as un bonheur qui te touche. Alors que lui, il est là. Tu te dis, ouais, entre 20 et 30, j'ai bien kiffé. En plus, j'imagine sur quoi il disait, j'ai bien kiffé, quoi. C'est vraiment le vin plus que le vin qui s'enfonce et qui s'enfonce, quoi. D'accord? Et ça fait de la peine. Mais en fait, c'est ça la vie à Bretagne. Il n'y a pas le choix. Il faut que tu choisisses ou ce chemin-là ou ce chemin-là. Il n'y a pas de demi-mesure. Et c'est ça, Hanouka. C'est ça, Hanouka. Quel but tu cherches? Tu cherches le but de Mbappé ou de Messi, ou tu cherches le but que tu dois, toi, tu dois allumer la mèche, ou tu dois... Qu'est-ce que tu dois faire? Tu choisis le vin, dans le sens qui s'enfonce, tu choisis l'huile. C'est que toi qui choisis. C'est toi qui choisis. C'est ta vie. C'est toi qui choisis. Personne ne peut dire, mais moi, si j'avais eu un père comme ci, une mère comme ça, et si, évidemment, j'étais au fin fond de tel pays. Ma mère, elle était comme ça. Tout ce que tu veux, tu peux avoir des prétextes. Et c'est à toi de choisir. C'est toi qui choisis. Et les Grecs, ils veulent nous attirer vers le vin, vers les choses qui vont se détruire dans la terre. C'est ça le principe. Donc, la droite, la gauche, après, tu ne vois que d'un côté. Le chameau, il était borgne, parce qu'en fait, il ne voyait que d'un seul côté. Et un côté, il ne voyait plus. Il ne savait même plus qu'ici, il pouvait trouver à manger. Il ne voyait même plus. Il y avait là des gens, ils sont là, ils disent, moi, je suis heureux. Ils ne sont pas heureux, en fait. Ils ont choisi un chemin assimilé. C'est une destruction, l'assimilation, c'est une destruction plus que la Shoah. Il y a assimilé, s'assimilent, ils s'endorment, ils sont avalés par la terre. C'est ça le grand principe. Comme par hasard, on a ce dimanche, on a un petit peu ce clin d'œil. D'accord, je ne dis pas que celui qui va regarder la finale, il est... Mais il faut bien réfléchir. Surtout si en plus il y a des prolongations, il y a des tirs au but, donc ça veut dire encore 1 heure de plus. Donc tu tardes à allumer, tu tardes à allumer. C'est un symbole, mais c'est très, très, très intéressant de voir ça. Très intéressant de voir ça. C'est un combat qui revient et qui revient. Les gars avec la culture du corps, vous voyez bien, vous sortez dehors, les gars, ils sont dehors. Le Shabbat, bon Hachem, je vais d'un endroit à un autre, et ce qui fait que vers 7h30, 7h20, je marche vers la choule, ça minyan à 8h, et quand il fait mauvais, il neige, il pleut, ou il fait très froid, il n'y a personne. Les seuls gars qui sont là, c'est ceux qui courent. Et ils sont là. Et des fois, ils sont à moitié torse nu. Des fois, ils sont là. C'est la Grèce. Encore une fois, la Grèce antique. C'est Yavan. On est vraiment dans ce combat. Le paraître, les plaisirs pourris acceptés, etc., etc. Donc, messieurs, à vous de choisir le vin qui s'enfonce ou l'huile. Avec une transition, puisqu'on va rester dans la Gemara qu'on a faite,
Vous l'avez page 1 et page 2 dans vos iPhones. On va faire juste dans les mots cette histoire très intéressante du chameau. Alors, page 1, c'est tout en bas de la page. Dernière ligne, tout simplement. Je pense que vous l'avez dans les portables. Ceux qui sont... Voilà. Je sais pas. Alors, bon. Tanura Banan. Maase Bishne Ben Adam. Donc, je suis la dernière ligne, à peu près le 7e mot, à peu près de la dernière ligne de la page 1. Tanura Banan. Maase Bishne Ben Adam. Il est devenu qu'il y avait 2 hommes. Chez Nishbu, qui avaient été capturés. Le chameau, qui marche devant nous, Souma Be'echat Meinea. Souma, il est aveugle, Be'echat d'un Meinea, d'un œil. Il est aveugle d'un œil. Veteuna, il porte Shtenodot, 2 outres, 2 tonnes de lait. Achat Shel Yain, 1 de vin. Ve'achat Shel Shemen, et 1 d'huile. Ve'shne Bnei Adam, il y a 2 hommes. Amanigim Ota, et les 2 hommes qui conduisent ce chameau, Echad Israël, il y en a un, c'est un juif, et Echad Nochi, et un, c'est un goy. Amarlain, il leur a dit, le Shabbai, le ravisseur, Am Kaché Oref, peuple à la nuque raide. Pourquoi il dit ça? On avait expliqué. Parce que la nuque raide, ça veut dire tu ne bouges pas, tu vois. J'ai envie, non, tu ne bouges pas. Tu m'appuies sur la nuque et je suis là, je résiste. C'est-à-dire que je continue mon chemin. C'est-à-dire que je suis là, je vous ai mis en captivité. T'imagines en captivité il y a 2000 ans, tu n'allais pas rigoler. D'accord? Et vous êtes là à réfléchir, regarde ce chameau, il est comment, comme ça. Tu gardes toute ta clairvoyance, toute ta vision. Mais Aïn Atem Yodim, d'où vous savez ça? D'où vous savez ce que vous venez de dire? Amroulo, ils lui ont dit, il a répondu, Gamal, le chameau, Maasavim, chez les Phanéens. Il y a de l'herbe devant lui, de l'herbe. Mitzad Sheroé Ochelet. Du côté où il voit, il mange, parce qu'il voit les herbes. Mitzad Shena Roé, du côté où il ne mange pas, Ena Ochelet, du côté où il ne voit pas, pardon, il ne mange pas. Tout simplement. Et nous, on voit qu'il y a un côté où il ne mange pas. Et toujours d'un côté, il ne mange que du même côté. Donc, ça veut dire qu'il ne voit pas. Ou Théona Shnenodot. Elle est absorbée. Elle est absorbée. Béchet Shemen et celle d'huile, mais Taftef, elle goûte
tombe goutte à goutte, Betsaf. Tsaf, ושני בני האדם, המנהיגים, le chameau, autant le chameau. Et Chanochi le Israélien, Nochi nifne la derech. Le nifne, c'est la dîme. Et le juif, il fait ses besoins sur le côté. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Shavai, ce Rabbi Seur? Radaf Acharim. Il a couru après les deux chameliers. Il leur a posé la question. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous portez ça? Est-ce que c'est si toi, tu es juif, tu n'es pas juif? Ou Matzaki Divrem. Et il a trouvé que c'était comme leurs parents. Ils ne se sont pas trompés. Ba venasha kal rosho, il a été, il les a embrassés sur la tête. Vevian nebaetam, il les a amenés dans sa maison. Vasalaem seuda gadala gedola, il leur a fait une grande seuda. Vaya mirakel ifneem, il dansait devant, il les réjouissait. Vamar baruch, qu'il soit source de bénédiction. Chez Bachar, donc Hachem, chez Bachar Bezaro, chez Abraham, qui a choisi dans sa descendance celle d'Abraham. Venatan lahem mi chokhmato, il leur a donné de sa chokhma, de son intelligence, de sa perspicacité. Ou bechol makom she'en olchim, et dans tous les endroits où il est. Nasim Sarim l'a donné, ils deviennent des princes sur leur maître. Et c'est eux avec leur intelligence qui, comme Yosef Hatzadik, il était esclave, il est devenu prince, devenu même roi après. Et à chaque fois, il devenait prince. Il a été chez Potiphar. Potiphar, il a vu que c'est tellement fin, tellement intelligent, il l'a mis patron de sa maison. Finalement, il était en prison parce que Madame Potiphar, elle a voulu faire croire que lui avait essayé de l'attraper. Alors, il a été mis en prison. Et dans la prison, il a encore trouvé grâce aux yeux du patron de la prison. Et il est sorti de la prison, il est devenu vice-roi. C'est ce qu'il dit ici. Patran, il les a libérés. Ils ont été dans leur maison en paix. Et Sirabotai, c'est exactement l'histoire de la galoute. Il faut savoir distinguer entre le vin et l'huile. Et eux, ils ont su distinguer entre le vin et l'huile. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Le Shabbai, qui est le ravisseur, celui qui opprime, celui qui brise le corps, celui qui veut briser l'esprit. Le monde goy qui arrive et qui te tire vers le bas. Qu'est-ce qu'il a fait en finalité? Il a vu tellement leur droiture, leur intelligence. Peuple à Nanukred, je mange caché, je fais Shabbat. Il n'y a rien à faire. En Russie, on faisait Shabbat. Dans les camps, il y avait des gens qui faisaient Shabbat. Les gens ne connaissent pas ces histoires-là. Il y a des encyclopédies écrites notamment par Rébé, sur lesquelles les nazis ont fait des expériences, des expériences odieuses, qui ont fait qu'il a perdu ses poils. Il était un verbe, je l'ai vu, il est niftar il n'y a pas très longtemps, il a vécu très longtemps. Et il avait une voix comme ça, aiguë. Et il était incroyable. Il a écrit plusieurs livres, j'en ai 2 chez moi. Donc, l'encyclopédie dans les camps. Tout le foot, comme ils salaient du chauffard, comme ils essayaient de manger la matzah. Incroyable, incroyable. C'est un peuple à Crète. Et bien, quand il voit ça, lui, qu'est-ce qu'il fait? En finalité, je dis bien, eh bien, il leur donne à manger, il danse devant eux, il les embrasse sur le front, il les serre et il les libère. Voilà, tout ça dépend de nous. Le Beth Alevi dit la chose suivante. Quand quelqu'un il a un problème, quel qu'il soit, avec une personne, par exemple, et il dit cette personne elle a tort, c'est de sa faute à lui,
Même si effectivement cette personne l'agresse. Ce n'est pas cette personne qui t'agresse. C'est Hachem qui t'envoie quelqu'un pour te réveiller. Il explique comme ça le Beth Halevi que si jamais tu en veux à personne, c'est comme quelqu'un qui en voudrait au bâton qui lui a donné le coup. Enfin, qui lui a donné. Qui a servi à lui faire mal. Ou alors le contraire. Quelqu'un qui parlerait au bâton. Ne me tape pas, s'il te plaît, ne me tape pas. C'est aussi bête que ça. Aussi incohérent que ça. Donc en fait, c'est une question de choix dans la vie. On a vu le choix de choisir le vin ou l'huile. Il faut choisir l'huile. Le vin, on a compris ici ce que ça voulait dire, le vin qui s'enfonce, dans le sens assimilation. Et ce n'est pas pour rien que la meilleure façon d'allumer les bougies de Hanouka, c'est de l'huile. Et de l'huile. Ça fait la plus belle flamme, là, la Chayil dit. Mais c'est aussi quelque chose qui flotte, qui reste à la surface. Tu prends de l'eau, tu veux noyer l'huile, tu veux tout touiller. Le vin, ça se dilue. Terminato, pas l'huile. Choisissons l'huile, messieurs. D'accord? Et je ne suis pas tunisien.